que ça dépend. Ça se peut qu'il y a des gens qui rentrent dans ça. OK, ben je vais faire la Ben, présentation. ouais, vas-y. Bon, on va commencer immédiatement, comme ça vous pourrait donner peut-être 2 minutes de plus à notre conférencier. Donc, je présente M. Patrick Dupont qui va vous présenter une conférence sur le système d'aide à la décision géographique pour la gestion des obstacles à la libre circulation de l'anguille. M. Dupont détient une maîtrise en télédétection de l'Université de Sherbrooke. Il possède également un diplôme d'études supérieures spécialisé en système d'information géographique de l'UQAM. Il est en emploi du ministère des Pêches et des Océans depuis maintenant 15 ans. Il agit en titre de chef de section pour la gestion des données sur la zone côtière. Il est aussi responsable du développement des technologies à référence spatiale et dirige l'équipe associée au système d'information géographique sur l'habitat du poisson. Donc, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus en si grand nombre. Honnêtement, je suis agréablement surpris. Vous avez pris la bonne décision parce que l'anguille, vous allez voir, c'est vraiment un poisson hors du commun. C'est un poisson extraordinaire même. Je commence. Donc, je vais commencer avec un mot sur l'anguille. Toutes les anguilles qu'on a au Canada, en Amérique et même en Europe proviennent tous du même endroit, de la mer des Sargasses, ce qui est une mer qui est située au sud de la mer des Bermudes. Donc, tous les stocks d'anguilles en Amérique proviennent du même endroit. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'une fois que l'anguille a pondu ses œufs, elle va emprunter le Gulf Stream, puis elle va aller coloniser toutes les rivières et les lacs qu'on retrouve là, au Québec, dans le corridor Saint-Laurent-Grand Lac. La seule chose qui bloque actuellement l'anguille, c'est les chutes Niagara. Ils n'ont pas encore réussi à gravir les chutes. Mais c'est un poisson qui va vivre jusqu'à une vingtaine d'années, 20-25 ans dans le fleuve Saint-Laurent, dans nos lacs, dans nos cours d'eau. Puis après, on va refaire le voyage dans le sens inverse pour retourner dans la mer des Sargasses pour se reproduire. Donc, c'est un très, très, très long voyage, ce qui en fait vraiment un poisson là, exceptionnel. Puis en plus, au Québec, on ne sait pas pourquoi, les scientifiques ne sont pas capables de donner une explication, mais on a juste des femelles. Le stock au Québec, c'est uniquement des semelles, des femelles, excusez-moi. Puis, je pense que l'année dernière, ils ont trouvé un premier mâle. C'était une première là, depuis qu'on collecte des données. C'est ça. Donc, un mâle pour 1 million de femelles, c'est quelque chose. Donc, la raison pour laquelle je dis évidemment, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un déclin important de l'espèce depuis les 30 dernières années. En fait, on pense que seulement 1% des anguilles retournent actuellement à la mer des Sargasses. La grande majorité des anguilles ne retournent pas actuellement se reproduire dans la mer des Sargasses. Bon, il y a plusieurs causes possibles, mais une des causes qu'on envisage, c'est qu'il y a beaucoup de barrages. Il y a beaucoup de barrages au Québec, en Ontario, il y a beaucoup de barrages qui bloquent l'accès aux habitats de croissance. Puis certains de ces barrages-là, en plus, ils ont des turbines qui sont pas... c'est pas nécessairement une bonne idée pour une anguille d'aller traverser une turbine. Bien souvent, ça lui casse le cou ou ça l'étourdit pas mal. Donc, c'est une cause d'une mortalité importante de l'anguille dans le corridor Saint-Laurent-Grand Lac. À cause de ça, évidemment, dans le cadre de la loi sur les espèces en péril, il y a un comité scientifique qui s'est penché sur le problème. Il s'appelle le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, le COSEPAC. Puis on a désigné l'anguille comme étant une espèce préoccupante. Bon, donc, bref, ce qui arrive dans ce temps-là, on est obligé de faire un plan de rétablissement pour permettre à l'anguille d'atteindre des niveaux qui vont permettre son recrutement. Et puis, dans le plan de gestion, l'indicateur, ce qu'on veut atteindre comme objectif, c'est de redonner accès à 10% des habitats perdus par tranche de 5 ans dans chacune des provinces. Voilà. Comment on fait pour arriver à cet objectif-là? Évidemment, Pêche et Océan, de concert avec le gouvernement du Québec et puis celui de l'Ontario, on met en place un groupe de travail fédéral-provincial pour le développement d'un outil géomatique pour aider la prise de décision. 2 grands objectifs. Dans le fond, c'est pas compliqué. On veut savoir par où qu'on commence. Bon. Quels sont les bassins versants prioritaires, donc au niveau supra-régional? Puis au niveau plus régional, une fois qu'on a déterminé le bassin versant, maintenant, il faut identifier
on commence où, là? Dans un bassin versant, il peut y avoir 50 barrages. C'est lequel qu'on doit aménager en priorité pour permettre à l'anguille d'atteindre, de circuler librement dans le bassin versant. Fait que juste faire un cours historique du projet. Donc, la première année, étant donné que c'est un projet national qui implique la province, qui implique plusieurs partenaires, ce qu'on a fait, on a comme réfléchi un petit peu à qui étaient vraiment nos clients, quels étaient leurs besoins. On a identifié, je dirais un peu l'aspect plus architecture du projet, l'analyse de risque, un plan de travail sur 3 ans, puis aussi un cadre de gestion parce qu'il fallait former des équipes de travail. Puis c'est pas toujours facile parce que c'est une problématique qui couvre plusieurs provinces. Il fallait se partager le travail. Donc on a mis en place des équipes de travail avec des termes de référence. Tout ça dans la première année. Première année, on n'a pas écrit une ligne de code, on a seulement travaillé sur la vision du projet. Bon, la deuxième et troisième année, on a commencé à développer l'outil. Dans un premier temps, on a travaillé sur le module pour identifier des bassins versants prioritaires. La troisième année, on a travaillé sur le module obstacle qui permet d'identifier l'obstacle prioritaire dans un bassin versant. Et puis actuellement, on est sur notre quatrième année. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'intégrer le maximum d'informations dans notre outil. C'est-à-dire qu'on intègre le réseau hydrographique national de Ressources naturelles Canada dans l'outil. Bon. Quels sont les défis? Quels étaient les défis? D'abord, comment on fait pour savoir si un anguille peut passer ou peut franchir ou pas un obstacle? Donc, c'était une question qui n'est pas simple à répondre. Dans les équipes de travail, il y avait un groupe qui était des chercheurs, des chercheurs scientifiques, des gens de Ressources naturelles Fonds de Québec qui se sont penchés sur le problème. Et puis, ils ont établi une approche statistique qui permet d'évaluer la franchissabilité de l'obstacle autant amont, c'est-à-dire en montaison, autant en dévalaison. Donc, ils utilisent des critères, par exemple la hauteur et les matériaux pour la partie amont, puis la hauteur et le type d'utilisation pour la partie aval. Fait que là, vous comprenez que l'anguille va monter un obstacle, va aller vivre dans les lacs, dans les rivières pendant 10, 15, 20 ans. Puis quand elle va atteindre sa maturité sexuelle, elle va refaire le parcours inverse. Donc, il va falloir qu'elle refranchisse l'obstacle, mais dans le sens inverse. Donc, c'est quoi la capacité que l'anguille a de traverser un obstacle? Donc, ça, c'était un des enjeux qui était important à établir. Donc, pour le Québec, on a évalué la franchissabilité amont et aval des 5800 obstacles qu'on avait sur notre territoire. L'autre question, maintenant, c'est quoi l'impact, l'effet cumulatif des barrages sur la libre circulation, autant amont et aval de l'anguille? Donc, comment on fait pour mesurer c'est quoi l'impact d'un barrage sur l'impact cumulatif? Un barrage, c'est correct, mais quand on a 2, 3, 4, 5, 6, comment on fait pour évaluer cet impact-là cumulatif? Donc, c'était le deuxième enjeu. Fait qu'on a utilisé un indicateur qu'on appelle le Dendritic Connectivity Index. En fin de compte, ce que ça fait, c'est comme un indicateur qui donne une information sur la fragmentation d'un bassin versant. Plus il y a des barrages, plus le bassin est fragmenté. Puis on l'établit selon les critères comme l'emplacement, le nombre et leur franchissabilité. Donc, ça, c'était le deuxième enjeu, défi qu'on a voulu régler. Puis le troisième, maintenant, c'est de démontrer qu'effectivement, comment on fait pour démontrer qu'on a vraiment atteint 10 %, qu'on a atteint notre objectif de rendement, qui était de redonner 10 % d'habitat perdu. Bien, en quelque sorte, c'est d'évaluer la superficie qu'on gagne en aménageant un barrage. Mais pour mesurer une superficie, c'est loin d'être trivial parce que, vous le savez, là, un réseau hydrographique, les lacs, c'est facile à mesurer, la superficie, un cours d'eau polygonal, c'est facile, mais la majorité des cours d'eau, c'est juste des lignes. Hein? Fait comment on fait pour mesurer la superficie d'une ligne? Donc, il a fallu développer une approche. On a travaillé avec des chercheurs de pêche océan dans la région de Moncton qui, eux, avaient établi un modèle pour estimer la largeur des cours d'eau basé sur la surface drainée à un point donné et le débit annuel moyen. Puis il y a une corrélation entre le débit puis la largeur du cours d'eau. Donc, on a établi la largeur des cours d'eau pour l'ensemble du réseau hydrographique. Là. Donc, on avait, en quelque sorte, là, en répondant à cette question-là, on avait les moyens, je pense, de commencer à développer notre outil. Un mot juste sur l'application. Je sais que je suis dans un colloque de géomatique, donc j'imagine qu'il y a des gens qui s'intéressent particulièrement à l'architecture. Donc nous, on n'a pas fait une étude de 300 000 $ pour savoir quelle architecture technologique on allait utiliser. Donc on a travaillé dans des environnements
plus propriétaire. Donc, on a travaillé avec ArcGIS Server, avec Oracle, puis on a travaillé beaucoup avec on travaille avec l'API Google Maps avec l'extension JavaScript pour Google Maps. On passait par l'ArcGIS REST Service pour connecter directement à ArcSDA. Donc, c'est une approche orientée service. On a été agréablement surpris. C'est très rapide. On n'a pas eu de problème de connexion entre les données qui étaient sous forme de service dans ArcGIS puis la composante de l'API de Google Maps. Donc, rapidement, c'est une interface relativement simple. Là. Je veux dire, c'est Google du côté, on voit la carte Google, on voit les barrages. C'est quand même intéressant de voir la pression anthropique qui existe actuellement. On voit, la fenêtre de contenu, c'est possible d'afficher de l'information, autant sur les obstacles que sur la distribution de l'anguille. On a la partie de la section qui touche l'analyse. Puis on a tout simplement d'autres fonctions qui nous permettent d'imprimer ou tout simplement de s'enregistrer, de se faire un login. Là. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste, 5 minutes? 10 minutes. 10 minutes, bon, j'ai du temps en masse. Pour vous parler de l'outil comme tel, j'ai fait 3 scénarios, des cas d'utilisation qu'on risque de retrouver. Donc, le premier cas, évidemment, nous, ce qu'il faut faire, c'est de redonner 10% des habitats perdus. Donc, une fois que vous avez identifié les bassins versants que vous jugez prioritaires à intervenir, la prochaine étape, c'est d'identifier quels sont les barrages dans un bassin versant qu'on devrait apporter des aménagements en priorité. Puis, dans le cas présent, nous, ce qui nous intéresse, c'est 10%. On veut redonner 10% d'habitats perdus. Dans le cas dans cet exemple-là, c'est le bassin de la rivière Rimouski. C'est un bassin qui n'est pas très grand. Ça couvre environ 68 km². Il y a 25 barrages. Puis on considère qu'il y a environ 67 km² d'habitats qui ont été perdus suite à l'implantation ou l'installation de barrages. Donc, ce qu'on veut recouvrir, c'est environ 7 km². Mais on commence par où? Ça ne sert à rien d'aménager des barrages en très très haut dans le bassin versant si l'embouchure elle est fermée par un barrage qui est infranchissable. Donc, il faut y aller. Il faut y aller avec discernement. Fait qu'on utilise le fameux indicateur que je vous ai parlé tantôt. Ce que ça permet de faire, ce qu'on voit dans cette carte-là, c'est justement, je pense que ça marche, le gain de connectivité. Donc, ce que ça présente, c'est le potentiel d'amélioration de connectivité dans le réseau. Donc, si par exemple, je regarde celui-là, il n'y a aucun chiffre de marqué dedans, ça ne sert à rien de l'aménager parce qu'on voit le trait, il est bleu. Donc, l'accès est déjà libre à l'anguille. Donc, ça ne sert à rien de travailler là-dessus. Par contre, le prochain, c'est marqué 1. Le système va nous donner un scénario optimal d'aménagement. Donc, il dit, si tu veux améliorer l'accessibilité à partir de l'embouchure, commence par le barrage qui est le numéro 1. Si je vais à la prochaine étape. Fait que si je décide d'apporter un aménagement, ce qu'on voit, par exemple, ici, là, on voit que, si on regarde les résultats, là, on voit que 41% du réseau hydrographique est actuellement ouvert à l'embouchure. Si je décide d'aménager l'obstacle numéro 1, j'ai un gain ici de 40%. Donc, théoriquement, je devrais tomber à 80% ici, d'améliorer. Donc, il y a 80% du bassin qui est ouvert autant amont et aval. Puis l'application, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me recalcule par la suite le meilleur scénario pour si je décidais de retravailler sur le prochain barrage. Donc, on voit que le prochain barrage à aménager, il est rendu ici. Fait que, c'est ça. Puis je pense que si je l'aménageais, j'irais chercher 5% supplémentaire. Donc, je passerais à 86% du réseau qui serait ouvert à l'embouchure. Donc, ça, c'est un cas où je veux tout simplement aménager un obstacle. L'autre scénario qu'on pourrait aussi travailler, c'est vous avez un promoteur qui veut construire un barrage dans un bassin versant. C'est quoi l'impact sur l'habitat d'anguille? Fait que l'outil permet d'ajouter un barrage, donc on le positionne sur la carte. Puis par la prochaine étape, évidemment, c'est de calculer, c'est lui donner une valeur de franchissabilité amont et aval. Si vous ne la connaissez pas, la valeur, c'est pas très grave, vous pouvez rentrer les paramètres de hauteur, quel type de barrage que c'est en béton, gravité, béton voûte, puis quelle est l'utilité. Donc, en fixant ces paramètres-là, le système va calculer automatiquement la valeur de franchissabilité amont et aval pour l'anguille.
Donc, en faisant ça, on voit l'impact que ça occasionne pour la connectivité du réseau. On voit qu'on a ajouté un barrage, puis qu'on a perdu 13 km en amont de cours d'eau. Puis on voit que ça l'a joué beaucoup sur. On était à 40 %, on est tombé à 20 %. Donc seulement 20 % du réseau est maintenant connecté. Donc ça a un impact négatif. Puis quand on garde en tête que notre objectif, c'est de conserver, de redonner 10 % d'habitat perdu, on voit que ce projet-là, non seulement ne redonne pas 10 %, mais en plus, il nous en fait perdre, il nous fait perdre 13 km², là, c'est quand même beaucoup. Fait que le prochain scénario dans ce cas-là, c'est de dire bien, comment on pourrait compenser la construction d'un barrage. Fait que l'outil permet à la fois d'ajouter des barrages, mais en même temps d'aménager les obstacles. Donc, on va faire l'analyse simultanément. Donc, l'objectif, évidemment, c'est d'arriver avec aucune perte nette. Là, aucune perte nette. Fait que donc, j'ai toujours mon barrage de tantôt ici. On voit la situation. Donc, on était à 41 %, on est passé à 20 % suite à l'implantation du barrage. Maintenant, on voit que la connectivité a diminué de 20 %, puis on bloque 13 km. Donc, la prochaine étape, c'est de décider où est-ce qu'on intervient maintenant. Donc, théoriquement, on pourrait décider qu'on va travailler uniquement, il faut choisir l'indicateur sur lequel on veut travailler. Est-ce qu'on veut travailler sur le gain de connectivité ou seulement sur la superficie cumulative amont? Donc, l'outil nous permet de faire des tris, par exemple, sur le gain, de montrer, par exemple, si on voit là, que le barrage, il monte en ordre alphabétique. Si on aménage ce barrage-là, on améliore de 18 %. On peut aussi travailler sur la superficie. On voit que celui-là, si on travaille sur celui-là, on aménage ce barrage-là, on gagne 12 km², lui 9 km². Donc, c'est un peu à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire. Dans ce cas-là, on a décidé de travailler en partie du gain. Donc, on choisit d'aménager les deux barrages suivants, là, 1 et 2, puis on voit l'impact. C'est-à-dire qu'on était tantôt à 20 %, je pense. On a remonté à 44 % du réseau est maintenant ouvert. On voit l'impact ici que ça a fait. Et puis, on voit ici les gains en termes de superficie d'habitat. On va chercher autour de 22 km², 21 km² en termes de superficie d'habitat. Donc, on a réussi d'une certaine façon, à compenser les pertes de l'ajout d'un barrage en aménageant des passes en guille sur d'autres obstacles. Voilà. OK. Donc, cette année, prochaine étape, nous, on travaille étroitement avec Ressources naturelles Canada et puis Ressources naturelles Québec pour compléter l'intégration du réseau national hydrographique. Je ne sais pas si les gens sont familiers avec cette donnée cadre. Mais c'est une donnée c'est comme un réseau, mais intelligent dans le sens que, bon, il y a des connecteurs, il y a un sens d'écoulement. Donc, c'est pas juste un réseau en spaghetti, mais c'est un réseau dans lequel il y a une topologie, dans lequel il y a un sens de direction. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas intégré l'ensemble des bassins versants, on ne pourra pas compléter le projet. Donc, cette année, notre objectif, c'est de compléter le maximum de bassins versants. En Ontario, ça va très bien. Au Québec, on espère pouvoir débuter là, aux fêtes ou après Noël. Et puis, c'est sûr que j'avais pas beaucoup de temps. J'ai passé rapidement sur les concepts, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, par exemple, à en savoir un peu plus sur la façon dont on calcule la largeur des cours d'eau, il y a ici les références. Il y a des gens qui sont intéressés à voir quel est l'algorithme qui est utilisé pour l'indicateur de connectivité. C'est les travaux de David Côté, je pense, ou Dave Côté de Parc Canada. Et puis la méthode qu'on a utilisée pour évaluer la franchissabilité des obstacles, ça a été rédigé par un consultant, Véronique Tremblay c'est-tu AECOM, je ne suis pas certain, là, mais... Et puis, il y a des chercheurs de Ressources naturelles Québec, Denis Véraud, Pierre Dumont. C'est tout. Vous avez des questions? Merci. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, juste aller au micro puis vous présenter et ensuite poser votre question. Bonjour, oui. Frédéric Côté, CHQ.
Deux petites questions. Premièrement, est-ce que s'il y a des passes migratoires pour d'autres espèces, est-ce que l'anguille l'utilise? Puis Non. deuxième question, est-ce que, parce que vous n'êtes pas propriétaire des barrages, comment vous vous organisez pour faire des travaux à ce moment-là? Comment ça fonctionne? OK. Ben, regarde, je vais t'expliquer ça assez simplement. Là. D'abord, moi, je ne suis pas biologiste de formation. Là. Je suis géomaticien. Donc, toutes les questions qui concernent là, les espèces, ça ne me touche pas vraiment. Si l'anguille pouvait utiliser d'autres échelles à poissons, c'était ça la question, je pense, Non, ça prend une installation. Ça, je ne suis pas biologiste, mais ça prend une installation particulière. Là. Tu sais, une anguille, ça a la forme d'un serpent. Là. Puis, je ne sais pas si les gens étaient au courant, mais l'anguille, c'est capable de sortir de l'eau pour franchir des obstacles. C'est un poisson vraiment extraordinaire. Là. Ça sort de l'eau, ça peut aller dans le gazon, contourner un obstacle, puis fait que ça prend une passe à poisson un peu particulière, un peu comme un parchésie là, avec des cylindres. Puis elle va s'enrouler dans le cylindre, puis elle va monter l'obstacle. Donc, par exemple, une passe à saumon ne fonctionnerait pas pour l'anguille. Et puis, concernant les travaux, moi, c'est pas mon mandat à moi là, de prendre les décisions, mais c'est quelque chose qui va relever du ministère des Ressources naturelles Fonds de Québec, là, qui vont, probablement avec Hydro-Québec l'année prochaine, là, du moins pour le Québec, là, décider des priorités d'intervention là, sur les installations. Donc, moi, je ne suis pas concerné par ça du tout. Là. Moi, mon mandat, c'était de faire un outil juste d'aide à la décision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, pardon. Oui. OK. En fait, oui, parce que l'anguille, c'est un peu un projet pathway ou pilote, on peut dire. Ce qui est visé, là, ultimement, c'est qu'on utilise l'outil pour d'autres types de poissons. Là. En fait, ce qu'il faudrait faire, là, c'est simplement réévaluer la façon d'évaluer la franchissabilité à amont et aval, mais pour d'autres types de poissons qui ont des capacités natatoires qui sont différentes. Donc, l'esturgeon, probablement que c'est un barrage de 2 pieds de haut. Il ne peut pas le franchir. Là. C'est plutôt un poisson balourd. Là, il n'y a pas beaucoup de capacité natatoire. Mais pour le saumon, oui, dans le fond, ce qui est prévu, c'est qu'après l'anguille, l'outil va être adapté à d'autres espèces. Puis même, on parle de l'utiliser dans le cadre des problématiques en lien avec les espèces envahissantes. Parce que c'est un autre problème. On peut décider d'ouvrir des barrages, mais en même temps, on permet à d'autres espèces comme la carpe asiatique ou le goubi à tête blanche, c'est ça? Le goubi à tache noire, je pense qu'on a. Oui, c'est ça. En tout cas, un petit poisson qui est long de même, là, qui est un vrai char d'assaut, puis qui se reproduit à tous les 18 jours, puis qui est en train d'envahir le lac Saint-Pierre. C'est phénoménal. Là. Donc, en même temps, on pense que l'outil pourrait être utile dans une problématique d'espèces envahissantes. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, juste peut-être vous déplacer pour que tout le monde, être sûr que tout le monde l'entende, s'il vous plaît. Si votre outil est facilement paramétrable pour qu'on puisse justement l'utiliser à d'autres fins, là, soit le saumon ou autre. Ouais, ben là, moi, comme je vous ai dit, la seule chose qu'il faut établir, c'est en fait, là, il y a un comité là, scientifique qui se penche sur la question, justement. Il y a un groupe de travail qui a été mis en place pour adapter l'outil à d'autres espèces. Fait que pour nous, ça va être très, très simple. Quand vous allez rentrer dans l'outil, là, vous allez devoir choisir l'espèce. En choisissant l'espèce, toutes les valeurs vont s'adapter. Là. Vous allez choisir un type de barrage, mais en fonction du type de barrage, en fonction de l'espèce, mais les valeurs de franchissabilité vont être là. Il y a juste ça à changer, dans le fond. Là. Puis bon, je ne vais pas parler beaucoup de l'architecture, mais on travaille beaucoup avec Oracle aussi. Tout le parcours, pour ceux qui s'intéressent au parcours de réseau, là, upstream, downstream, c'est tout fait à partir des arbres d'Oracle. C'est très, très rapide. Donc, on travaille beaucoup aussi avec Oracle. On utilise la ST-géométrie. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la ST-géométrie. C'est le format OGC là, qui nous permet de faire des requêtes SQL, d'envoyer des requêtes spatiales directement à la base de données sans nécessairement passer par une cartouche spatiale. Donc, ça nous permettait d'aller chercher des fonctions d'Oracle spatial, des fonctions de SDE, de pouvoir prendre le meilleur des deux mondes pour développer notre outil. Bien, merci beaucoup.